Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge, et aujourd'hui je reçois Sarah Martineau, fondatrice d'Ideta. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, donc, je suis Sarah Martineau, cofondatrice de Ideta. Je suis mathématicienne de formation. J'ai commencé en faisant du trading algorithmique, donc des petits algorithmes pour passer des ordres d'achat sur la bourse. Et ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie orienté data dans un cabinet qui s'appelle Equimetrix. Et j'ai poursuivi en créant Ideta. Et justement, à quel moment tu as flippé? Alors, à quel moment j'ai flippé? Alors, j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai flippé au moment où j'étais chez Equimetrix. En fait, il y avait une proposition, enfin des ouvertures de bureaux à New York. Et donc là, je me suis dit, super, ça va être un peu mon projet entrepreneurial, mais d'une autre manière. Donc, j'ai postulé à cette ouverture de bureau. Ils prenaient 1 ou 2 personnes pour l'ouverture des bureaux et j'ai pas été prise. Donc, ça a été à la fois une déception, à la fois ça a été aussi le moyen enfin, ça a été le révélateur qui m'a dit, bon, bah, ok, ce sera pas avec eux. Donc maintenant, il va falloir que tu te lances et j'ai lancé Ideta. Très bien. Devenir entrepreneur, c'est un souhait que tu avais depuis très longtemps? Alors oui, je pense que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Même petit, j'avais piqué des bombes pour le bois à ma maman et je l'avais mis sur le lino et donc ça faisait une patinoire. Et c'était assez incroyable et du coup, je faisais payer l'entrée de ma chambre pour aller à la patinoire. Alors auprès de ma famille, mais bon, quand même. Donc ça a toujours été une volonté. Après, je me suis pas lancée tout de suite, mais c'était une volonté de toujours. Justement, tu as dit que tu es la fondatrice d'Ideta. Vous faites quoi chez Ideta? Ideta, c'est un logiciel no-code qui permet aux entreprises de créer par elles-mêmes des chatbots, des voicebots, des callbots de manière très simple et avec de l'IA si on souhaite mettre de l'IA. Très bien. Et vous adressez à qui? Alors, on s'adresse à peu près à tous les publics, que ce soit la petite entreprise, à la grande entreprise. On a des offres différenciantes, et différenciées en fonction de la taille d'entreprise et du cas d'usage. Mais ça va être le marketeur, ça va être le RH, le DRH, ça va être aussi la DSI. Donc en fait, c'est à peu près tout scope, mais avec un usage très différent en fonction de la personne. Justement, c'est quoi les différents types de solutions que vous proposez en chatbot? Alors, il y a différents types d'usages et de solutions. Donc, on propose ça va de la solution très basique où ça va être juste de l'auto-reply sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un met un commentaire sur un post, je veux répondre de manière automatique quelque chose. Donc, on n'est pas sur un chatbot, mais vraiment sur de l'auto-reply. Donc, ça va démarrer à ce type de solution-là jusqu'à des solutions plus complexes. Donc, du chatbot classique scénarisé sur à peu près tous les types de messagerie, à du callbot, où là, ça va être du vocal et ça va être donc avec de l'IA et ça va être sur du call center, sur du call de prospection, sur des assistants conversationnels du type Google Home, etc. Très bien. Vous avez intégré justement, je me trompe pas, le choix du personnel, de l'assistant personnel entre Google Home, Alexa et Siri, c'est ça? Oui, donc on peut faire justement ces assistants personnels, enfin on peut venir créer son chatbot directement sur ces assistants personnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ideta, vu que c'est multicanal, en fait, avec un bot qui est avec de l'IA, je vais pouvoir le déployer sur toutes ces assistants conversationnels, mais je vais aussi pouvoir le déployer justement sur un callbot. Donc, j'ai créé mon numéro de téléphone et je vais pouvoir y mettre directement mon callbot pour de la prospection téléphonique ou autre. Et on peut le personnaliser de notre côté, par exemple, si on prend un Google Home ou un Google ou un Alexa, on peut le personnaliser ou pas? Ouais, alors en fait, la grande plus-value d'Ideta, c'est que tout est personnalisable. Donc, quand c'est un chatbot textuel, le design est entièrement personnalisable, enfin, toute la main, enfin, on peut vraiment tout designer. Et quand c'est du vocal, je vais pouvoir vraiment designer l'ensemble du scénario. Donc, ça va être des bulles de conversation que je vais pouvoir changer. Je vais pouvoir aussi choisir la voix de mon bot. Enfin, je vais pouvoir choisir pas mal de choses. Est-ce que tu aurais un cas d'usage à présenter? Alors, il y a plein de cas d'usage qui me viennent en tête. Dans les plus récents, dans ceux d'actualité, on va dire Biogroup, justement avec le coronavirus et qui a été très sollicité. Donc, eux, ils ont mis en place un chatbot de support client. Alinea, pareil, quand il y a eu la fermeture des magasins, ils ont fait x3 sur les ventes en ligne. Et donc, en fait, ils étaient saturés au niveau support. Donc, ils ont mis un chatbot aussi. Mais celui qui pourrait me venir en tête, on pourrait parler de Transdev avec celui qui est à Hawaï. Et donc là, justement, c'est un callbot et c'est un callbot de réservation de chauffeurs pour des voitures médicalisées, donc pour des personnes qui ont des handicaps. Et donc, tout se passe à l'oral avec de la réservation, de l'annulation, etc. pour choisir un petit peu son chauffeur et sa date. Très bien.
T'as quelques chiffres pour Ideta? Alors, Ideta en quelques chiffres. Donc, création en 2017, donc ça va faire 4 ans maintenant. On est 21 collaborateurs. On a, donc là maintenant à date, on a plus de 2600 utilisateurs de la plateforme. On a levé 1,7 million. Et au final, ces 2600 utilisateurs, ils ont créé un peu plus de 3000 bots à l'heure actuelle sur notre plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment fonctionne un chatbot? Alors, comment fonctionne un chatbot? Enfin, déjà, ça va vraiment dépendre du type de chatbot. Il va y avoir des chatbots complètement scénarisés. Donc, on va venir créer des bulles, relier les bulles entre elles, prendre la donnée de l'utilisateur. Par exemple, je lui dis comment vous appelez-vous? Il va me donner, l'utilisateur va me donner un nom. Je vais venir l'enregistrer dans une donnée pour me resservir de cette donnée plus tard. Donc ça, c'est vraiment du scénarisé. Ça fonctionne très bien parce que justement, il n'y a pas de choix. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas de porte de sortie où il peut y avoir un problème. Par contre, ça peut être très lent parce que justement, on va faire tout un parcours personnalisé pour le client et donc ça peut être, il faut que le client parcourt tout le parcours pour trouver sa réponse. Et donc, quand ça commence à être un peu complexe, il faut mettre de l'IA. Et donc, il y a les chatbots avec de l'IA. Et donc là, il faut choisir son algorithme de reconnaissance du langage. Donc, nous, on propose Dialogflow de Google, Alexa d'Amazon, Lois de Microsoft, Rasa de Stanford, qui est une solution open source. Donc, on propose pas mal de types de NLP. Et donc, là, ça va être un chatbot qui va venir comprendre le langage naturel. Donc là, je vais lui dire, je cherche à avoir mes fiches de paye. Et là, il va détecter l'intention. Et il va envoyer vers la bonne bulle de réponse qu'on aura programmée. Et le dernier type de chatbot, ça va être les chatbots avec de l'IA et avec de l'automatisation. Et donc là, on va venir même automatiser la tâche. Donc au-delà de « j'ai compris qu'il voulait ses fiches de paye », là, je vais pouvoir même la générer ou aller la chercher dans l'outil pour la donner directement dans le chat ou par email en disant « c'est quoi ton email ?» et je transfère la fiche de paye. Et par exemple, pour une entreprise qui prend un chatbot, il faudrait combien de temps pour qu'il la personnalise? Alors, ça va vraiment dépendre du cas d'usage, mais en tout cas, pour un cas d'usage très simple, ça va être quelques heures. Pour un chatbot plus complexe, avec de l'IA, ça va être plutôt de l'ordre de la semaine, et une semaine. Et après, la problématique avec l'IA, c'est qu'il y a besoin d'entraînement. Et donc là, on va considérer 1 ou 2 mois d'entraînement pour qu'on prenne un peu toutes les questions qu'on n'a pas programmées et qu'on a besoin de mettre en place dans le chatbot. Mais par exemple, quand un client qui arrive chez Ideta, est-ce qu'il a déjà une idée de ce qu'il a besoin? Vous l'accompagnez, que ce soit au départ sur le type de chatbot, voire après sur le parcours client aussi? On propose 2 types de solutions. Donc, il y a la solution vraiment en ligne, et là, on n'accompagne pas nos clients. Ils vont venir chercher la solution, ils sont autonomes, etc. Et ensuite, on a des solutions plus grand compte. Et là, on propose des ateliers de co-création. On va venir l'accompagner tout au long de la création. Donc, ça va démarrer par justement un petit kick-off pour comprendre son usage, pour travailler avec lui sur le scénario, pour travailler avec lui sur le NLP. Et après, on peut avoir aussi, en plus de l'accompagnement de longue durée, on va venir l'aider à améliorer son chatbot au fur et à mesure du temps, suivre les KPI, etc. Mais c'est quoi, par exemple, les KPI qu'il devrait suivre de son côté? Alors, quand on le fait avec nos clients, on recommande systématiquement de mettre une bulle de satisfaction à la fin. Et donc, ça, c'est déjà un KPI important de voir si la personne est satisfaite ou pas. Ça va être aussi de remonter l'information quand le client n'a pas trouvé sa réponse, c'est-à-dire ou quand le NLP n'a pas compris la question de la personne. Donc ça, il faut à tout prix les remonter à un humain pour que, d'une part, ils prennent le relais sur la conversation, et d'autre part, pour qu'on le programme qu'on le programme d'ailleurs ou qu'on ne programme pas dans le chatbot, parce qu'il y a certaines questions où qu'on veut pas programmer, qu'on veut pas automatiser, que le client ne veut pas automatiser parce que c'est trop sensible, et donc il faut aussi le prendre en compte et du coup dire c'est une passerelle à l'humain. Donc ça, c'est le premier KPI, et après ça va être une notion aussi d'abandon, donc de nombre de bulles vues. Est-ce que s'il y a si la conversation est trop longue, c'est qu'il n'est pas efficace, c'est que la personne a dû chercher pendant un moment. On peut avoir aussi de la détection de mots vulgaires. Et donc, c'est de l'insatisfaction qui ne serait pas... donc on peut voir le nombre de gros mots, entre guillemets. Ça peut être aussi un point important. On a aussi, par exemple, Biogroup, eux, c'est vraiment aussi... c'est un indicateur aussi de l'état de la France en termes justement de gestion sanitaire, parce que dans les périodes où il y a eu, comme actuellement d'ailleurs, il y a une grosse hausse de tests salivaires, PCR, etc. Et donc là, on voit que sur Biogroup, ça explose. Et en fait, c'est aussi un autre indicateur pour voir justement la gestion des laboratoires et le flux des personnes, quoi. Très bien. Justement, comment les services marketing peuvent tirer profit en B2B des chatbots? Alors, il y a plusieurs manières de tirer profit des chatbots pour les entreprises B2B et dans le marketing.
La première, c'est quand même d'avoir un petit chatbot simple sur leur page web, parce que c'est l'endroit le plus cliqué d'un site web. Ça représente 1/10 des clics, juste la pop-up. Et surtout, ça permet d'améliorer le taux de conversion. C'est-à-dire qu'on avait fait des études justement sur nos clients classiques qui avaient juste une page contact et le moment où ils ont mis la pop-up. Et en moyenne, ils ont 7 fois plus de rendez-vous sur des sites qui sont peu fréquentés, parce que justement, c'est du B2B, donc c'est un peu moins fréquenté, généralement. Et donc, en fait, ils ont 7 fois plus de rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un axe vraiment important d'acquisition client. L'autre axe, ça va être quand même la gestion des réseaux sociaux, parce que généralement, les acteurs B2B sont pas non plus les meilleurs sur les réseaux sociaux. N'ont pas beaucoup de personnes sur la partie community management, ou d'ailleurs ont des fois personne. Et donc, on peut aussi venir automatiser en fait les réponses aux posts. Enfin, quand quelqu'un va venir mettre un commentaire sur un post, automatiser comme ça, il y a toujours un petit flux. Et le dernier point, c'est vraiment plutôt sur de la satisfaction et du suivi client, mais du coup plutôt côté support. Et là, ça va permettre d'avoir une remontée d'informations assez rapide. Et justement, ce taux de conversion qui est amélioré en B2B, c'est pareil en B2C? Alors, en B2C, généralement, pour nous, en tout cas, les clients qu'on a rencontrés, c'est plutôt l'inverse. Ils veulent limiter au max le nombre de rendez-vous, parce qu'ils sont pas capables de les suivre. Donc, généralement, ils cherchent plutôt à cacher. Par exemple, je pense à Linea. Pour accéder au support client, c'est plutôt caché. Faut aller naviguer pour trouver le chatbot de support client. Donc là, on est plutôt sur, au contraire, leur KPI, c'est plutôt, j'espère que ça va diminuer et que les gens sont satisfaits. Donc on est un peu sur le processus inverse, mais en tout cas, ils avaient fait le test au tout début de le mettre à par an, et c'était complètement saturé parce que ça répondait à une demande. On n'avait pas forcément envie d'appeler le call center. Enfin, en tout cas, c'est généralement une souffrance pour tout le monde que d'appeler un call center. Si on peut avoir sa réponse en quelques clics, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça a tellement été saturé qu'ils se sont dit, OK, en fait, on va le passer plutôt caché pour essayer de diminuer le flux. Et donc, ils l'ont caché. Donc, c'est plutôt un processus un peu différent. Dans tous les cas, l'idée, c'est de venir automatiser un petit peu et du coup, soit acquérir plus de leads, soit diminuer le nombre de calls aux humains. Mais est-ce que, par exemple, c'est peut-être pas le parcours client, au lieu de les ramener vers le call center, le chatbot serait pas idéal, par exemple, quand tu hésites entre 2, 3, 4 produits, je sais pas, on parlait d'appareil photo avant le démarrage du podcast, pour se dire, OK, moi j'ai ces critères-là, peut-être que le chatbot peut faire office un peu, entre guillemets, de conseiller. Pour rien te cacher, quand j'ai créé Data au tout début, c'était ma volonté d'avoir des vendeurs virtuels, en quelque sorte. D'une part parce que moi, je suis plutôt un tempérament timide, donc aller en magasin, parler avec quelqu'un, c'était pas ma spécialité. Et en même temps, quand tu vas sur un site internet, que tu choisis un article, enfin, qu'il y a une catégorie, t'as des centaines de pages, enfin, t'es complètement perdu. Faut y passer du temps. Donc c'était un peu ma volonté de vendeur virtuel, et puis au final le marché était pas complètement prêt. Enfin en tout cas c'était en 2017, en tout cas c'était pas forcément la chose la plus demandée par les. Enfin fallait déjà leur expliquer le concept. Enfin c'était pas simple, mais au final il y a eu quand même quelques belles choses qui ont été faites, comme voyage privé pour trouver le voyage de ses rêves. J'aime ou j'aime pas et je converge vers le voyage de mes rêves sur les réseaux sociaux, en chatbot, sur Messenger. Ce qui était plutôt bien fait et vraiment pertinent. Mais je ne perds pas l'idée d'avoir un jour des vendeurs virtuels pour m'aider à trouver des articles beaucoup plus rapidement. J'espère que ça se fera, et je pense que oui, c'est l'avenir, quoi. Enfin, là, on est sur des pages internet, on va dire, brutes. On est perdu. Si on pouvait avoir quelqu'un qui nous aide et qui nous répond rapidement, ça pourrait vraiment débloquer plein de choses, quoi. À condition que le chatbot arrive à répondre rapidement. Exactement, c'est la contrainte. Mais en fait, vu on commence à faire, les entreprises ont fait pas mal quand même d'outils de personnalisation, de recommandations de produits. Avec IDETA, c'est assez simple de venir se connecter à leur algorithme de recommandation de produits. Donc en fait, ça reviendrait à juste se connecter à leur algorithme. Et donc ça pourrait être très pertinent, mais je pense qu'il faut rester quand même dans du ludique. Et aussi, l'autre problème des sites internet, c'est la labellisation des produits. Généralement, c'est très mal labellisé. Donc au final, trouver un produit, c'est assez complexe, même avec des critères de filtre. Parce que c'est mal fait. Donc c'est vrai que c'est rempli de problématiques, mais en tout cas je pense que ça peut être l'avenir au final quand même. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour faire intervenir le chatbot dans le parcours client? Alors je sais pas s'il y a un moment idéal, par contre ça va vraiment dépendre de aussi sa problématique. Je pense que justement pour des boîtes B2B qui cherchent à acquérir des clients, c'est vraiment dès le début, pour être présent, parce que généralement, quand on va sur un site internet, c'est un profil de personne qui
qui aiment bien chercher par eux-mêmes. Enfin, c'est pas le profil qui appelle, quoi. Et donc, il faut pouvoir accompagner la personne de manière un peu plus automatisée. Et donc ça peut être un bon moyen de l'avoir dès le début. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir à chaque moment où en fait il peut y avoir une coupure. Donc en fait, sur un site B2B, c'est vraiment aider à naviguer sur le site et à venir caler un rendez-vous. Mais par exemple, sur du support client, sur un site, sur un logiciel, on a de plus en plus de clients qui ont des logiciels pour venir le chatbot, pour mettre le chatbot dans le logiciel directement. Et ce que ça permet quand c'est dans le logiciel, c'est de venir en plus mettre la vidéo au bon moment, au bon endroit, parce que justement, on sait exactement où est-ce qu'il est, proposer des tutos et venir en fait débloquer le chatbot au bout d'un certain laps de temps. Par exemple, sur une page pricing, on peut très bien se dire que si la personne, elle reste plus de 2-3 minutes, bon, bah, il y a un petit souci. Elle doit pas tout comprendre. Donc, hop, on peut très bien ouvrir la pop-up directement. Enfin, il y a plein de choses à tester. Ce qui est important, c'est d'avoir toutes les données pour voir si justement c'est pertinent ou pas. Échanger rapidement. Mais je pense que en fait, c'est pertinent d'en avoir un s'il y a un moment on sent qu'il y a un blocage et qu'on cherche à le débloquer. Donc, pas assez de leads sur un site, pas assez de conversion sur le site. Pas assez de conversion sur le logiciel en soi. Et donc, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment il fonctionne ou autre. Donc, c'est à chaque fois en fait qu'il y a une problématique assez ciblée. Pour reparler de Transdev, par exemple, la problématique, c'était que justement, ce sont des personnes handicapées. Et donc, potentiellement, déjà, inscrire un numéro sur un téléphone, ça peut être compliqué si on n'a plus de bras. Enfin, je fais le cas extrême où tout fonctionne en vocal, mais au final, il y a pas mal d'handicaps où le vocal résout énormément ces problématiques-là. Et donc, le mieux, c'est de pouvoir d'utiliser les chatbots pour répondre à une vraie problématique et pas d'utiliser les chatbots parce que c'est à la mode. Et là, c'est sûr que c'est un échec à coup sûr. Il y a des cas justement où il vaut mieux ne pas utiliser de chatbot. Alors, il y a des cas justement pour la gestion, enfin des problématiques complexes. Je prends souvent l'exemple des RH parce que en fait, c'est d'actualité parce qu'on a eu beaucoup de demandes avec le Covid. Et en fait, on va venir automatiser pas mal de choses. Donc, je voudrais avoir ma fiche de paye. Je suis papa, j'ai le droit à combien de jours de congé. Je suis stagiaire. Est-ce que j'ai le droit à telle chose, etc., etc. Mais on va avoir, par exemple, je subis du harcèlement avec mon supérieur. Bon là, il faut mieux passer la main rapidement à un humain. Et donc, il y a des cas où il faut vraiment pas utiliser de chatbot. Donc là, ça en est un exemple. Mais ça peut être sur des cas très complexes. On travaille avec Agir Carco, les retraites. On peut avoir des cas vraiment complexes. Et donc, dès que ça sort du scope, il faut une alerte et qu'il y ait un passage à l'humain. Et la plus-value, c'est que si on commence à automatiser les choses simples, bah, l'humain aura beaucoup plus de temps pour passer sur des choses complexes. Et là, ça a du sens. Et justement, ce passage à l'humain, il se fait comment ? Alors, ça va dépendre de l'entreprise dans le sens où si elle a des ressources ou pas. Mais si elle a des ressources, il va y avoir en fait tout de suite une alerte. Donc, ça va être de différentes manières, un email, une notification, un SMS, pour dire qu'il y a une personne qui a posé une question et qui attend sa réponse. S'il y a des ressources, elle va aller directement, elle va cliquer sur le lien, elle va pouvoir directement dialoguer avec la personne en direct. S'il n'y a pas de ressources en interne, ça va être programmer un rendez-vous directement dans un calendrier pour discuter avec une personne RH, en l'occurrence quand c'est un chatbot RH. Ça peut être aussi de dire qu'on revient vers lui par email, et donc les personnes sont notifiées et vont revenir plus tard, mais donc ça va se passer par email, par notif ou autre. Et c'est pas frustrant, parce qu'à la limite, c'est un peu comme, comment dire, quand t'appelles un service pour avoir une réponse à ta question, tu fais tout le processus, on va taper numéro 1, après taper 3, ok, vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, et le chatbot c'est pareil, c'est quand tu fais ce genre d'action pour appeler ou aller sur le chatbot, c'est pour avoir une réponse rapide en fait. Est-ce que c'est pas frustrant du côté utilisateur de se dire, ah, je vais avoir une réponse dans 48 heures ou 24 heures, ou je vais devoir attendre qu'il me donne un rendez-vous? Ouais, alors c'est sûr que c'est frustrant. C'est sûr que c'est à éviter. La manière d'éviter ça, c'est justement de mettre de l'IA. C'est-à-dire que là, je vais tout de suite poser ma question et c'est le rôle de l'IA de venir orienter vers le bon service. Donc ça va justement pas être tapé sur ça va pas être un parcours un peu long. Ça va être tout de suite orienté. Ce qui permet de limiter la frustration. Et si le chatbot ne sait pas répondre, bah là, on a tout de suite un passage à l'humain. Après, la plupart des entreprises, ça va être triste ce que je vais dire, mais qui utilisent des callbots déjà de manière assez importante, surtout avec les taper 1, taper 2, etc. Ils le font pas pour la satisfaction client. Voilà. Donc en fait, on peut pas éviter ça. On peut pas. Alors, je pense par exemple à Alinea qui travaillait avant, qui avait un call center à Madagascar.
où c'était des humains, mais c'était pas du tout satisfaisant. Enfin, ils ont eu des retours assez mauvais. Ouais, donc ils ont dit on va tout ramener en France. Mais quand on ramène tout en France, il y a une question de coût assez important. Et donc c'était là d'où était venue l'idée de dire bon bah il faut qu'on automatise une partie. On veut garder de l'humain, on veut garder, mais il faut qu'on puisse mieux le faire. Et donc pour moi c'est le meilleur mix. C'est en fait de se dire j'automatise les questions rapides et simples dès que je sors de mon scope. Vite, je passe le relais le plus rapidement possible pour que ce soit un humain. Et j'évite de faire justement un parcours très très long qui prenne du temps. Donc c'est bien que tu parles d'humain. C'était un peu... Est-ce que le chatbot, tu penses que cette relation humaine entre deux personnes, entre une marque et son consommateur? En fait, c'est assez drôle parce que sur les dernières études, surtout sur les millennials, ils ont prouvé qu'il y avait 37% des millennials qui préféraient parler avec un robot plutôt qu'avec un humain. donc au final... Au final, il faut aussi répondre à cette population. Mais je pense pas. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, le robot ne tue pas du tout cette communication avec l'humain, parce qu'il y a forcément un moment où il y a cette communication. Par exemple, si je prends l'exemple de la génération de devis, mon chatbot m'a généré le devis. Ensuite, c'est le rôle du commercial de rappeler, d'avoir de l'empathie et de faire que le devis se transforme en signature, quoi. Donc, au final, toutes les choses humaines, entre guillemets, continueront d'être humaines. Ce qui est pas humain, par contre, c'est de venir faire une tâche répétitive constamment et de passer son temps à faire ça. Donc, pour nous, un petit peu notre leitmotiv quand on a créé Ideta avec Yanis, c'était de se dire, retirons ce qui n'est pas humain à l'humain, à son travail. Donc, je pense qu'il y en aura toujours, mais sur des tâches beaucoup plus innovantes, complexes et humaines. En fait, ça devient un assistant sur les tâches rébarbatives, si je comprends bien. Exactement. Et du côté, en dehors des millennials, c'est accueilli comment le côté des consommateurs, ces chatbots? Alors pour la petite anecdote, il y a mon père qui a un magasin de vêtements, donc une autre génération, on va dire, de personnes quand même, et qui a d'ailleurs un magasin de vêtements pour hommes et dont le public moyen doit avoir plus de 40 ans, je pense. Et en fait, ils ont tous été ravis du petit chatbot qu'il avait sur son site internet. Donc en fait, c'est quand même de mieux en mieux accueilli. Le chatbot, c'était juste pour lui permettre de prendre les questions de ses clients, prendre des rendez-vous, surtout au moment du Covid. Mais tout ça pour dire qu'au final, même sur un public qui, a priori, est pas très réactif aux nouvelles technologies, c'est quelque chose de très simple, en fait, pour eux, parce que c'est scénarisé, c'est borné. On n'est pas sur une navigation du site web un peu complexe, mince, attends, elle est où la page contact, où est-ce que je vais, etc. Là, ça s'ouvre, je parle, je réponds aux questions et j'ai mon rendez-vous, quoi. Donc, au final, pour ce public-là, ça passe plutôt bien. En fait, le public où ça va peut-être un peu moins bien passer, c'est au contraire les gens qui connaissent bien, qui sont très speed et qui auraient voulu leur réponse tout de suite. Ah, c'est moi ça. Où là, bon bah eux, il leur faut quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup moins scénarisé qui accompagne le client, quoi. C'est quoi aujourd'hui les limites, selon toi, du chatbot? Alors, à l'heure actuelle, les limites du chatbot, c'est principalement quand même les algorithmes de reconnaissance du langage. Même si ça s'est énormément amélioré, enfin, en gros, ça date depuis des années, ces algorithmes-là, mais il y a eu une grosse poussée à peu près en 2012 quand Stanford a dit bon bah je vais m'y mettre sur ces algorithmes, et ça a un peu tout poussé. Donc ça a poussé les algorithmes de Stanford, mais aussi Google qui s'y est mis, Amazon qui s'y est mis, etc. Et là, sur les derniers chiffres de leur outil, de leurs algorithmes, quand ils l'entraînent bien, on arrive à 95% de taux de réponse, ce qui est énorme, ce qui est quasiment le niveau d'un humain au final. Donc on arrive à une performance quand même très très bonne. Et c'est aussi l'importance d'utiliser ces algorithmes-là, c'est qu'ils continuent de travailler dessus. Il y a des équipes énormes qui travaillent dessus. Donc en fait, ça ne fait que s'améliorer de jour en jour, et donc son chatbot s'améliore de jour en jour, même sans rien faire. Mais ça reste quand même la problématique, la compréhension du langage. Si je devais trouver une autre problématique quand même du chatbot, ça va être justement quand même quand on cherche à automatiser des choses, il y a des fois une API qui va plus être fonctionnelle, le chatbot devient plus fonctionnel parce qu'il est connecté à cette API, etc. Là où un humain, il va être capable de passer un coup de téléphone pour solutionner le problème, etc. Mais ça reste l'IA. Je pense que l'IA reste un souci encore et ça tend à s'améliorer, mais voilà. Et il y a aussi les accents d'un certain langage. On nous a demandé si on faisait du flamand. Le flamand, c'est très proche de l'allemand et d'autres langues, mais en même temps, il y a un accent très différent qui fait que ça devient complexe. Et donc, ça aussi, il y a certaines langues qui sont très maltraitées par la NLP, par exemple l'arabe. L'arabe, c'est un peu oublié de Google, de Amazon, etc. Et donc, les chatbots sont pas pertinents sur ces langues-là. Et par exemple, si je sais que mon père avait un accent quand il parlait français,
Ça allait au niveau du chatbot, au niveau vocal? Alors, je pense que ça tend à s'améliorer. Ah aussi, d'accord. Ouais, c'est pour savoir, Mais curieux. non, je pense que ça tend à s'améliorer, mais oui, il y a toujours cette problématique quand même de l'accent qui est assez forte. Et donc, la manière de le résoudre, c'est les tests. Hein. Enfin, Transdev, là, avant de mettre leur callbot, ils l'ont testé pendant des mois et des mois avec un jeu de personnes qui avaient tous un langage un peu différent, et au final, ça s'apprend comme ça. Et du coup, c'est quoi, selon toi, les enjeux qu'il y aura demain pour le chatbot? C'est au niveau de l'IA, j'imagine? Ouais. Alors, les enjeux, c'est au niveau de l'IA, c'est aussi au niveau de la connaissance et de la méfiance des gens, parce qu'en fait, il y a eu quand même une vague, quand on a créé Data, donc autour de 2017, il y avait une vague de chatbots un peu partout, c'était à la mode, et il y a eu ensuite enfin, c'est vrai pour d'ailleurs, pour toute innovation, la vague de déception. C'est-à-dire, tout le monde s'est lancé, c'était assez déceptif parce que tout le monde voulait mettre de l'IA et c'était pas encore prêt, enfin, c'était pas foufou. Et donc, il y a une grosse vague de déception, et les personnes qu'on croise encore nous disent « Ah non, mais nous, on a testé un chatbot en telle année, ça n'a pas été un succès, on veut plus le refaire. » Et donc, en fait, je pense que il faut que cette génération passe, il faut qu'il y ait des nouveaux essais, qu'on n'attende pas aussi un miracle, parce que généralement, on attend des miracles de l'IA, pas des miracles, ça sera jamais meilleur qu'un humain. Et donc, faut se mettre en tête ça, il faut se dire, bon, ok, si déjà il résout entre 60 et 80% de mes appels ou de mes échanges, c'est incroyable, et le reste, je le garde pour l'humain. Il faut garder en tête qu'il y aura, en tout cas à l'heure actuelle, toujours de l'humain dans les conversations, et ça va pas permettre de fermer son service, quoi. Je crois qu'on va appeler ce podcast chatbot la cour des miracles. Merci beaucoup. Mais avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Si tu devais me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui? Ou une entreprise à faire découvrir? Alors, je pourrais te dire Florian Douetto de Dataiku, logiciel de data science américain, mais est-ce qu'il faut encore le faire découvrir? Je ne sais pas. Sinon, Lara Canafer, qui a créé une start-up qui s'appelle Cara.ai, qui aide les commerciaux dans tout leur processus de vente, et qui est très intéressante et très inspirante. Très bien. Et Sarah, en fait, le prochain grand flip, c'est pour quand? Dur. Alors, pour quand, je ne sais pas. Après l'IPO d'Ideta. Non, mais je sais pas. Je sais que je suis une grande fan d'architecture, donc j'espère que le prochain grand flip se sera tourné dans l'architecture. Je ne sais pas encore dans quoi, mais en tout cas, c'est une volonté. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?